Très bien, nous allons commencer parce que nous avons un programme plein, plein, plein. Et voilà, on respecte le fait que vous êtes déjà avec nous. Je vous donne la bienvenue pour ce webinaire d'aujourd'hui. C'est notre premier webinaire, la nutrition et le développement de la petite enfance. Comment les programmes de nutrition en situation d'urgence peuvent-ils optimiser le développement de jeunes enfants? Nous avons nous sommes vraiment heureux de vous présenter ce premier webinaire sur la nutrition et le développement de la petite enfance. J'espère que vous allez profiter de ce webinaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En fait, on revient à la première. En fait, pour vous expliquer comment vous pouvez accéder à l'interprétation. Très bien. Donc, si vous n'avez pas encore utilisé l'interprétation sur Zoom, nous avons la possibilité d'écouter plusieurs langues. La traduction est accessible euh, est disponible en anglais. L'anglais, en fait, est la langue principale. Puis nous avons un intervenant qui va intervenir en espagnol, mais après, vous avez l'interprétation en arabe, en français, espagnol et anglais. Donc, vous avez l'icône du globe en bas de votre écran et vous pouvez choisir la langue de votre choix. Si vous avez des soucis, merci de nous le dire dans le chat. Sinon, nous allons utiliser la partie questions-réponses, Q&A, où vous pouvez poser vos questions pour la session questions-réponses qu'on aura vers la fin. Si vous allez écouter l'anglais ou une autre ou d'autres langues, il y aura une personne qui va intervenir en espagnol. Donc, il faut connaître comment utiliser cette fonction de l'interprétation. Voilà, très bien. Donc, ce webinaire est organisé conjointement par le groupe de travail sur la nutrition et le développement des jeunes enfants et le groupe nutrition et développement de la petite enfance dans des situations d'urgence. Nous, vous pouvez voir toutes les organisations membres du groupe de travail et du webinaire. Diapositive suivante. On voulait aussi remercier nos bailleurs de fonds qui vraiment nous aident à organiser ces webinaires. Donc, ce webinaire est rendu possible grâce au soutien généreux de tous nos donateurs. Et donc, on les remercie vivement de leur soutien. Les objectifs du webinaire aujourd'hui. Donc, premier lieu, c'est d'orienter les participants sur le développement de la petite enfance dans le domaine de la nutrition, présentant les preuves et les perspectives des responsables de la mise en œuvre dans le monde entier. Puis, nous espérons aussi que on va avoir un moment où nous pouvons susciter l'intérêt pour le développement de l'enfant au-delà de la nutrition. On veut commencer à cultiver des espaces de discussion et de partage sur le développement et la nutrition des enfants dans les situations d'urgence. Nous savons qu'il y a beaucoup d'intérêt en ce qui concerne les acteurs euh, de développement et la nutrition des enfants. Et nous voulons vraiment mettre en place ces espaces de discussion pour voir comment nous pouvons améliorer notre coopération et améliorer notre travail. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Notre ordre du jour du webinaire. Donc, après l'introduction que je fais maintenant, nous allons avoir la présentation des preuves par Maureen Black et je vais l'introduire d'ici peu. Nous avons les aperçus de plusieurs régions. Ça va être une discussion de panel facilitée par Eduardo. On aura une session très courte questions-réponses. Je vous demande de voir ce webinaire comme un webinaire d'introduction pour vous donner envie de découvrir plus. Euh, mais merci de partager vos questions si on n'arrive pas
à répondre à vos questions. On va trouver une façon comment nous pouvons vous contacter après pour répondre à vos questions. Et puis, nous aurons la clôture. Diapositive suivante. Alors, très rapidement, parce que nous ne voulons pas avoir du retard. Donc, les facilitateurs, les présentateurs, les orateurs d'aujourd'hui, je vais introduire nos invités avant de présenter les personnes de notre groupe de travail. Nous avons Maureen Black, qui est professeure à l'Université du Maryland. Euh, Elle est aussi membre distingué RTI et elle est aussi professeure à l'Université Johns Hopkins. Pour le moment, c'est tout parce que je dois passer aux autres. Donc, Maureen, voilà, elle va prendre la parole d'ici peu et je vais m'assurer qu'elle a assez de temps. Donc, merci. Puis, nous avons Madame Rosemary Moisaka. Elle a beaucoup d'expérience en santé publique et nutrition, le plaidoyer au haut niveau, gestion de programme, suivi. Elle a plus de 17 ans d'expérience dans le domaine de développement de la petite enfance. Elle travaille avec les Nations Unies, avec d'autres organisations. Elle travaille euh, dans les communautés de l'Afrique centrale et de l'Est en élaborant des lignes directrices et des programmes et aussi sur les diffusions des programmes et sur la nutrition, entre autres. Elle est- Elle a aussi mis en place l'agenda ECT dans cette région. Elle a facilité l'adoption du cadre global des soins dans les soins nourricières dans 9 États membres. Elle travaille avec la Commission de l'Union africaine et l'Organisation de la santé de l'Afrique de l'Ouest dans le développement des enfants. Donc, elle représente aujourd'hui le réseau africain de la petite enfance. Donc, on vous donne la bienvenue, Rosemary. Puis, hmm, donc voilà notre première panéliste. Puis la deuxième, c'est Hannah Rabadi. Et elle est experte en santé publique et nutrition. Elle travaille actuellement avec World Vision. Elle mène l'équipe de comptabilité, de redevabilité et surveillance pour assurer une évaluation dans ce domaine et elle est basée euh, à Jérusalem. Merci beaucoup. On vous donne la bienvenue, Hannah. Merci d'être avec nous. Puis, nous avons notre panéliste, Louisa Vargas. Elle vient de la Colombie. Elle est l'expert technique principal sur la santé et nutrition à Save the Children Colombie avec plus de 2 ans d'expérience dans ce secteur sur la recherche, soins nourricières et la master dans le développement d'enfance. Et on vous donne la bienvenue, Louisa. On est très heureux de vous avoir avec nous. Donc là, elle représente Save the Children Colombie. Et puis très rapidement, nous avons les membres de notre panel qui sont avec nous. Nous espérons que, en fait, ce ne va pas être Colline, c'est Adunia qui a travaillé pour Action Against Hunger US, aux États-Unis. Il va nous soutenir dans la partie questions-réponses. Il va mener cette session. Il est... Ah, je n'ai pas malheureusement son titre sous les yeux. Donc, Adunia, peut-être vous pourrez allumer votre caméra. Mais il est en Tanzanie en ce moment. Donc,
il peut avoir des soucis de connexion dans la région. Si c'est le cas, Colline va prendre le relais. Elle est le conseiller technique principal santé et nutrition pour Vision mondiale internationale. Eduardo, il est spécialiste du développement de la petite enfance UNICEF. Il va soutenir ce webinaire dans la modélisation. Je suis Andy Candel, coordinatrice de l'équipe des opérations GNC pour les services techniques et situations d'urgence et je représente Action contre la faim Canada. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais rapidement passer à notre première oratrice qui va nous parler comment la nutrition dans les programmes d'urgence peut-elle optimiser le développement des jeunes enfants. Maureen Black, merci beaucoup. Merci, je vous donne la bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis Maureen Black de RTI International euh, et je travaille aussi à l'école de médecine de l'Université du Maryland. Diapositive suivante. Suivante. Voilà. Nous allons parler des points en commun entre la nutrition et le développement de la petite enfance. Vous pouvez nous voir que nous avons les âges de la conception à l'âge de 8 ans. Donc, les 1000 premiers jours, c'est de la conception jusqu'à l'âge de 24 mois. Puis, la deuxième tranche de 1000 jours, c'est de 2 ans jusqu'à 5 ans. Et donc, cette partie préscolaire. Donc, vous pouvez voir une croissance énorme pendant cette croissance rapide pendant cette période. Puis, il y a aussi un développement rapide. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu dès le début de la vie. Ici, nous avons une image de la perspective de développement du cerveau. Vous pouvez voir les premiers 1000 jours. Euh, nous avons les mois, les jours et puis les mois après l'âge de 2 ans. Vous pouvez voir ce qui a lieu dans nos cerveaux. Nous avons beaucoup de choses qui ont lieu. Puis, si vous regardez vers la droite, vous allez trouver votre âge. Et qu'est-ce qui a lieu dans notre cerveau en ce moment? Ben, pas beaucoup, malheureusement. Puis, ici, ça nous donne un exemple des nutriments qu'on a besoin pendant cette période, pendant les premiers 6 mois. L- les, les enfants peuvent avoir du fer de la part de leur maman, si la maman en a. Et puis, après les 6 mois, c'est une période essentielle parce que c'est la période où nous commençons à introduire des aliments. Ici, donc l'alimentation complémentaire. Ici, nous pouvons voir la perspective du parcours de vie. De la conception, c'est important d'avoir cette alimentation saine et possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, de la naissance, petite enfance, enfance, adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Puis, donc, nous avons la trajectoire optimale. Hum, Malheureusement, nous avons des problèmes. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à garder cette trajectoire optimale. Donc, et les disparités s'accentuent avec le temps et c'est-à-dire qu'on commence par les difficultés rencontrées au début de la vie. Et ce qu'on essaie de faire est de les éliminer, de les réduire le plus tôt possible. Diapositive d'après. Donc, quand nous parlons réfléchissons sur les parallèles entre la nutrition et le développement de l'enfant, vous pouvez voir que cela commence avant la préconception. Euh, un exemple, c'est le besoin pour le folate et la fermeture de tubes neurales a lieu 22 jours après la conception. À ce moment-là, les femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Donc, la nutrition maternelle saine
est essentiel pour les femmes euh, parce que cela va avoir un impact sur la croissance des enfants. De la naissance à 6 mois, c'est la période d'allaitement exclusif et pour les nourrissons, ce qu'ils peuvent faire, c'est la succion ou la déglutition. Ils ne sont pas en mesure de commencer à manger. De 6 mois à 12 mois, c'est aussi où la période où nous introduisons l'alimentation complémentaire et alimentation au droit précoce. Donc, il faut introduire une diversité alimentaire et une fréquence minimale des repas. Les nourrissons, puis, commencent à développer les compétences locomotrices, mâcher, avaler, s'asseoir de manière indépendante et fonction de la main. Puis, à l'âge de 1 an, on augmente la complexité et la variété de l'alimentation. Ils arrivent à utiliser des ustensiles, boire d'une tasse. Et puis, les tout petits sont intéressés à imiter les pratiques alimentaires de la famille, s'alimenter et boire tout seul. Ils peuvent vous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, euh, d'une façon que vous pouvez comprendre. Puis, de 23 à 36 mois, c'est là. Et quand les enfants ont 2 ans, et ils suivent un régime exclusivement familial. Et c'est une période où on peut introduire des habitudes négatives, utiliser la nourriture pour gérer son comportement, laisser l'enfant décider ce qu'il mange, euh, mais ils arrivent aussi à s'alimenter et boire seuls. Et les enfants peuvent s'exprimer clairement des goûts et des aversions. C'est la période où on peut voir aussi de la néophobie, le refus de nourriture. Donc, vous pouvez voir la rapidité du développement pendant cette période en ce qui concerne la nutrition, capacité d'alimentation et d'autres points liés. Diapositive suivante. En ce qui concerne les soins nourriciers, comme Andy a mentionné dans l'introduction. Donc, voilà ce que le cerveau de l'enfant atteint, envisage et a un besoin. Nous avons la santé, la nutrition, des soins adaptés, possibilités d'apprentissage, sécurité et sûreté. Et voilà le modèle des systèmes. Chaque composante est nécessaire. Aucune composante n'est suffisante à elle seule. Si on se focalise seulement sur la nutrition, nous allons perdre les autres liens. Si on se concentre sur le développement précoce ou la santé, on va oublier les autres. Oui, donc ici, nous avons un exemple sur comment les enfants peuvent avoir accès à ce qu'ils ont besoin. Donc, on a des environnements propices aux soins nourriciers. Ce qu'il nous faut sont des politiques qui prennent en considération la famille et les enfants. Puis, quelque chose sur l'alimentation adaptée, parce que ce n'est pas un concept qui n'est très bien compris. Voilà un exemple de ce que cela veut dire. Si, par exemple, le bébé jumeau il a faim, euh, l'aide soignant offre des légumes. Le bébé ouvre la bouche et voilà, le bébé s'agite. L'aide soignante sourit, offre d'autres euh, n- d'autres nourriture. Le bébé sourit, prend les légumes et mange. Donc, c'est très important d'être attentif, de répondre aux signaux de nourrisson, d'être attentif, adapté au développement de l'enfant. Donc, voilà, dans l'alimentation adaptée, nous avons un cadre et des attentes claires. On répond aux signaux du nourrisson. C'est prompt, attentif, adapté au développement de l'enfant. Ce n'est pas nécessairement répondre aux demandes du nourrisson. C'est vraiment de comprendre les besoins. Donc, ici, nous savons que les soins nourriciers atténuent les difficultés précoces. Donc, si nous réfléchissons sur le développement que nous avons vu au début, les soins nourriciers peuvent avoir lieu pendant la vie et c'est vraiment de la magie. Et
Voilà, le secret est que des soins nourricières et que c'est un environnement favorable qui peut atténuer les difficultés précoces. Alors, l'impact des situations d'urgence sur les soins nourricières. Voilà, l'impact majeur est sur la sécurité des enfants. Ça, c'est l'impact majeur parce que ce qu'ils savaient n'existait pas. Puis, nous avons leur nutrition, leur santé et aussi l'apprentissage précoce. Donc, tout cela est impacté par les soins nourricières. Donc, quelles sont les stratégies qui peuvent aider avec la sécurité des enfants? Alors, je garde en tête les 3 R de la sécurité des enfants, les relations, les routines et la résilience. Les relations peuvent inclure des soignants cohérents et des soins adaptés. Voilà, ce sont les relations, les personnes qui euh, vraiment répondent aux signaux des enfants. euh, Puis nous avons les routines. Les routines, les enfants adorent les routines. Ils ne le disent pas, mais ils peuvent le montrer. Donc, des routines cohérentes autour des choses qui sont importantes pour les enfants. Les repas, l'heure de coucher, temps de jeu. Et des routines cohérentes nous donnent des résultats prévisibles. Ça, c'est un aspect essentiel. Et puis, la résilience. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les enfants se sentent qu'ils font des changements. Si nous réfléchissons sur l'adolescence, les adolescents veulent avoir le contrôle. Et les enfants, pareil, donc la possibilité d'aide, la possibilité de réussite. Donc, ici, nous avons l'occasion de mettre en pratique les 3 R, la relation, les routines et la résilience. Donc, intégrer des activités de soins et d'apprentissage adaptées aux besoins dans le repas. Les relations, peut-être, par exemple, dans la mesure du possible, faites participer les enfants au choix. Donc, par exemple, d'avoir des images qui peuvent suivre les repas ou d'avoir des thèmes, des opportunités de repas. Un thème que nous pouvons avoir dans la culture américaine, c'est la fête des mamans. Donc, on peut avoir les enfants qui euh, colorier des cœurs, par exemple, pour souligner les relations que nous avons en tant que communauté. Et les routines, les repas à heures réguliers ou manger en famille ou avec des amis. Donc, c'est pas seulement de manger, mais de manger avec le reste de la communauté. La résilience, dans la mesure du possible, faites participer les enfants à des activités d'aide. Les enfants plus âgés aident les plus jeunes, servir ou nettoyer. Juste quelques petits exemples. C'est très important de réfléchir sur les travailleurs et les soignants. Il faut les aider à être conscients des relations, routines et résilience. Comment trouver des moyens d'utiliser les relations, les routines et la résilience pour rendre les repas et les moments de jeu amusants pour les enfants en les faisant participer. Donc, d'avoir des activités de tous les jours et d'engager et d'inclure les enfants. Donc ici, nous avons le cadre des soins neurologiques qui souligne ce que nous faisons, c'est-à-dire ce que l'environnement fait. Donc, il y a le renforcement des familles, d'aider les familles, d'avoir euh, plus d'informations sur l'alimentation, par exemple. Et puis, si on peut donner la possibilité aux enfants de faire des choix, ça c'est très important. Pendant les situations des repas, des jeux, si bien sûr, les soignants, si c'est les parents ou d'autres, c'est très important de renforcer les familles et puis aussi de donner les possibilités d'apprentissage et la sûreté, sécurité. Ça, c'est très important. C'est très important
aussi d'encourager les relations, la routine, la résilience, le voie de la famille et trouver du temps pour le jeu et l'espace. Donc ici, la science derrière les 1000 premiers jours liés à la nutrition, le développement cérébral et les soins nourricières. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, nous avons la mère qui a le contrôle de la situation. La mère ne peut pas avoir l'enfant et l'enfant ne voit pas sa mère. Comment limitera-t-il, comment interprétera-t-elle ces signaux? Donc, l'enfant allongé, ne touchant pas à la nourriture, il ouvre seulement la bouche. Donc, il y a des changements qu'il faut apporter à cette image. Diapositive suivante. Ici, juste quelques exemples des comportements précoces. euh, Amérique latine, Bangladesh, vous pouvez voir euh, que la maman euh, aide l'enfant et ici nous pouvons voir l'enfant qui imite la maman. Pareil, on se focalise l'un sur l'autre. Les enfants font ce qu'ils voient. Ici, nous avons l'implication des pères et des grands-pères. Et voilà, merci beaucoup. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de meilleure révélation de l'âme d'une société que la façon dont elle traite ses enfants, de la part de Nelson Mandela. Merci. Très bien, merci beaucoup, Maureen. Une présentation vraiment intéressante. Je crois que cela nous donne vraiment beaucoup d'informations sur notre rôle. Maintenant, nous allons passer à la discussion du panel. Je passe la parole à Eduardo, qui va nous guider. Eduardo, voilà, vous avez la parole. C'est un plaisir d'être avec. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous. Merci Maureen d'avoir partagé euh, cette présentation. Nous avons le plaisir d'avoir ces très panélistes avec nous. On les a déjà introduits et j'ai quelques questions pour essayer de répondre dans le contexte webinaire. J'ai une question pour tous les trois orateurs, Hannah, Rosemary et Louisa. Et juste un petit commentaire pour les participants de webinaire. Louisa va intervenir en espagnol. Elle est de la Colombie. Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, vous pouvez utiliser l'interprétation. Vous avez l'anglais, l'arabe et l'espagnol. Donc, je vous demande comment est-ce que votre organisation travaille vers les résultats holistiques à travers des interventions nutrition. Nous avons vu ce lien avec les interventions de nutrition. Je vous demande de nous donner des exemples pour mieux comprendre comment cela peut se traduire en pratique dans la programmation liée sur les enfants ou qui met au centre les enfants. Anna, est-ce que vous pouvez nous donner le premier exemple? Oui, bien sûr. Merci et merci à Dr. Marie pour la présentation. Vous avez rendu nos réponses assez faciles parce que vous avez déjà expliqué les côtés techniques. Pour nous, nous suivons la même approche qui a été suivie par Maureen. Pour atteindre le développement holistique des enfants, nous travaillons sur différents niveaux. Au début, comme on a fait il y a 7 ans, on a mis en œuvre des interventions spécifiques à la nutrition. Nous travaillons avec le ministère de la Santé et Nutrition sur des interventions spécifiques à travers différents modèles. Et puis, nous avons reconnu le besoin du développement holistique, comme Maureen a dit. Et du coup, nous avons
commencé à élargir nos interventions de nutrition. Nous mettons en place et en œuvre une approche de communication et comportement en ce qui concerne la nutrition. C'était une réussite et nous travaillons de très près avec les centres de soins précoces. Nous avons ces plateformes qui fonctionnent très bien et nous devons continuer à intégrer et continuer à développer ce type de plateforme. Pour le développement holistique, nous devons couvrir toutes les composantes qui étaient partagées dans la présentation, le besoin de la santé, nutrition, le cadre des soins nourricières. euh, et nous avons commencé à réfléchir sur comment nous pouvons intégrer ces composantes dans le travail que nous avons fait. World Vision a développé un modèle qui s'appelle Go Baby Go. C'est un modèle qui répond à une période cruciale de croissance rapide du cerveau. Euh, Cela couvre la stimulation précoce, la santé, et c'est un modèle qu'on utilise pour améliorer notre intervention de nutrition. Pour cela, nous avons dit que nous ne pouvons pas atteindre le développement holistique sans des objectifs très clairs. Donc, nous devons travailler de très près avec les mamans, les familles, les sociétés, les communautés, et nous devons adresser aussi les politiques parce que nous ne voulons pas euh, avoir cet aspect qui n'est pas durable et qui ne peut pas durer dans nos communautés. Pour nous, nous travaillons dans 150 communautés vulnérables. Nous menons des études de recherche pour aussi pouvoir informer les politiques et avoir des preuves sur comment cette intégration impacte les enfants. Positive suivante, s'il vous plaît. Voilà le modèle que nous mettons en œuvre. Notre objectif, c'est les mamans qui sont enceintes jusqu'à l'âge de 2 ans, comme Maria l'a dit. Les 1000 premiers jours de la vie, de la conception à l'âge de 3 ans, c'est une période cruciale de croissance rapide du cerveau. Donc, nous identifions des mamans pendant la grossesse et nous travaillons avec elles euh, l- avant la naissance. Nous travaillons sur le changement de leur comportement, de leur information, éducation. Une partie de ce modèle sur lequel nous nous focalisons, c'est une parentalité sensible et réceptive, le bien-être qui est une affaire de famille, y compris les pères, développement holistique de l'enfant et géocommunication. Ce que les parents font tous les jours avec leur enfant, c'est essentiel. Et donc, à travers ce modèle, nous essayons d'assurer que dans notre interaction avec les enfants, nous gardons à l'esprit que c'est un moment très important. Donc, cela est un travail qu'on fait directement avec les foyers vulnérables. Et donc, nous nous rencontrons avec les mères et nous assurons qu'il y a un changement dans les comportements. Nous suivons de plus en plus l'approche de changement de comportement et nous avons aussi intégré, nous avons un paquet intégré, donc la nutrition, la santé mentale maternelle, un soutien psychosocial et une stimulation de la petite enfance. Hmm, Malheureusement, nous avons mené beaucoup de recherches sur ce sujet et malheureusement, la dépression chez la mère est un risque très élevé, mais nous avons pu améliorer les chiffres. Nous avons pu assister ces femmes. Donc, la santé mentale maternelle est une composante très importante. Quand nous parlons des urgences, des zones de conflit, la sécurité, la sûreté, c'est aussi une composante essentielle. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Donc voilà notre modèle. Comme je vous ai dit, nous avons notre paquet intégré sur notre plateforme. Nous avons établi au centre de soins primaires ce que nous appelons les initiatives qui prennent en considération les enfants. Nous fournissons, nous donnons un soutien aux mères, mais sur différents points. Donc, le soutien psychosocial, la santé mentale maternelle. Nous essayons de mettre en place ce type de paquet intégré dans notre intervention. Diapositive suivante. Ici, nous avons une diapositive qui nous montre, selon euh, les données que nous avons, donc vous pouvez voir l'ampleur de l'effet de l'intervention intégrée sur les scores de l'ASQ à l'âge de 12 mois. Et nous avons l'ampleur de l'effet de l'intervention intégrée qui est plus élevée. Euh, Donc, nous avons, d'un côté, nous avons les résultats euh, qui ont reçu seulement l'intervention sur le côté nutrition et de l'autre côté, l'intervention intégrée. Et nous pouvons voir les résultats entre 0,4 et 0,8 pour l'ampleur de l'effet de l'intervention intégrée. Tandis que pour l'intervention sur la nutrition, c'est de 0,2 jusqu'à 0,5. Nous pouvons voir que euh, l- l'intervention intégrée sur les scores est très important et les résultats sont essentiels. Merci, merci beaucoup. Il y a des résultats incroyables de ces interventions intégrées. Maintenant, nous allons passer à Rosemary. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus du réseau africain, hum, votre exemple pour montrer ces intégrations? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Eduardo, du réseau. Dans notre réseau, nous travaillons avec le secteur privé, les organisations, les ONG, les universitaires. Et nous servons en tant que plateforme pour améliorer la coopération, pour respecter les droits des enfants, impacter, influencer les politiques et les pratiques devant un partage d'expériences et de connaissances liées au développement de petite enfance dans le continent africain. Nous nous sommes rendus compte que nous devons prendre en considération et prendre l'avantage d'inclure toutes les différentes parties prenantes à travers le continent. Si nous euh, si nous arrivons à influencer la politique, les résultats vont être plus positifs. Nous avons les affaires humanitaires, le département de la santé, le développement social. Et en fait, nous avons pu travailler avec ces départements. Nous avons intégré le cadre des soins nourricières, des politiques départementales et la stratégie euh, actuelle. Nous avons participé dans une discussion et nous avons eu une revue de la Commission de l'Union africaine et l'aspect des soins nourricières doit être pris en considération dans la stratégie. Nous sommes membres de la task force pour continuer à sensibiliser sur l'agenda. Nous avons vu que oui, il y a beaucoup de discussions dans le santé et nutrition de la perspective du continent qui ne regardait pas le développement holistique des enfants. Donc, nous faisons partie de cette task force pour la nutrition et le développement
et entre autres, et nous participons dans la campagne pour réduire la mortalité au sein des enfants et adolescents en Afrique. Et cela s'appelle Kama Place. Grâce à notre engagement actif dans cette task force et aussi en soutenant la mise en œuvre de cette campagne, nous avons pu voir que on a vu une augmentation importante dans la sensibilisation. Et bonne nouvelle est que nous avons pu travailler avec l'Union africaine pour établir la Task Force de développement holistique des enfants. C'est-à-dire que tous les départements au sein de l'Union africaine travaillent ensemble et discutent sur le développement holistique des enfants, comment ils peuvent l'intégrer dans leurs départements respectifs. À part cela, nous avons aussi un travail avec d'autres communautés économiques. Je peux vous citer une organisation régionale spécifique, c'est la communauté de santé, et nous avons mis en place les comités d'expatriés. Ils se rencontrent et en fait, c'est le comité d'expatriés des experts de soins. Nous voulons garder cet aspect et cela inclut des personnes qui sont des experts en nutrition, mais pas seulement. Voilà, c'est tout de notre côté, de la politique vers la pratique. Merci. C'est très intéressant de voir ce qui a lieu sur le continent africain euh, et c'est vraiment incroyable de se rendre compte en fait de tout ce travail. Louisa, maintenant, Louisa, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de votre travail en Colombie? Merci. Bien sûr, bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas utiliser ma présentation pour le moment. Je voulais juste partager avec vous l'expérience de d'Amérique latine. Mm. En tant que continent, on a dû faire face à plusieurs urgences, plusieurs crises liées à la migration, mais aussi liées à la violence intrafamille, la violence sociale et des écarts importants dans l'équité. Nous avons trouvé différents niveaux, plusieurs niveaux de, d'assistance que nous pouvons fournir au gouvernement et aux organisations et aussi de la perspective opérationnelle. Le premier exemple qui vient à l'esprit est le suivant. Cela est lié aux actions de nos gouvernements. Nos gouvernements ont des systèmes de santé et la plupart des ressources pour le développement précoce ne sont pas utilisées pour la recherche. Pour nous, c'est une situation difficile parce que nous n'arrivons pas à répondre aux besoins des foyers. Puis, nous avons notre niveau qui est lié aux exigences des organisations et des gouvernements, c'est-à-dire quand nous travaillons avec les communautés, avec les différents concepts sur la même question. Quand c'est le cas, nous avons beaucoup de confusion. Et nous donc menons des interventions qui n'ont pas l'impact qu'on souhaite avoir parce qu'on ne se trouve pas sur euh, sur la même page, si vous voulez. Nous devons prendre en considération les besoins et troisième niveau et la mise en œuvre de la part de Save the Children. Nous avons travaillé sur le développement des enfants, de l'aspect de l'éducation, mais nous travaillons aussi sur la perspective de la santé et développement des enfants à travers la nutrition
Et cela a eu un impact important. C'est très intéressant pour nous de voir que malgré le fait que nous partageons les mêmes défis de migration entre la Colombie et le Venezuela, par exemple, nos besoins dans le domaine de développement des enfants est différent. Venezuela, la difficulté la plus importante est que le fait que les mamans doivent laisser leurs enfants pour vivre dans d'autres pays et les enfants euh, soignés par leur grand-mère. En Colombie, nous avons des pratiques culturelles différentes et nous avons des problèmes liés à euh, 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 nous avons des problèmes pour vraiment l'éducation des enfants. Merci beaucoup. C'est des très bons exemples, mais nous pouvons aussi comprendre qu'il y a des obstacles. Hannah, une idée sur les défis principaux dans les programmes, dans la mise en œuvre des programmes d'urgence. Au début, quand nous avons commencé à développer cela, ce n'était pas une idée facile. C'est-à-dire, c'était pas facile de comprendre de ce qu'il fallait faire. Avec nos partenaires, au début, c'était difficile pour comprendre les besoins. Euh, nous avions des défis, mais aujourd'hui, nous avons des opportunités. C'est-à-dire, ces défis ont été transférés à l'opportunité pour rendre les choses possibles. Chaque fois qu'on a des défis devant nous, nous avons un plan, une discussion avec les parties prenantes sur comment nous pouvons les adresser. Nous, c'est important aussi d'informer les parties prenantes, comme Maureen l'a dit. Pourquoi c'est important de mener un développement holistique? Et bien sûr, on a eu quelques défis dans la mise en œuvre de programmes au sein de nos communautés. On a dû faire face à des défis au niveau des foyers. Les mamans avaient d'autres pratiques, comportements. Il y a des normes sociales qui impactaient leur comportement. Donc, on a dû travailler sur une approche de comportement différent. Il fallait se focaliser sur l'interaction et le comportement, pas seulement le transfert des connaissances. Donc, au début, c'était vraiment des programmes qui impliquaient les mères, euh, les belles-mères aussi, des fois des pères. Nous travaillons avec nos communautés, nos partenaires pour essayer de voir et de montrer l'importance de ce travail. Nous avons essayé aussi de trouver la façon la plus facile pour faire cela, de continuer à construire sur ce qui existe déjà et de ne pas créer quelque chose du niveau, du nouveau. Et bien sûr, nous avons des problèmes d'accessibilité et capacité. Et donc, nous avons dû former euh, les, les bénévoles, les communautés pour le soutien. Et ça, c'est le défi maintenant au ministère de la Santé sur comment ils peuvent avancer pour mettre en œuvre cela au niveau national. Ce que nous faisons maintenant, et cela fait partie du travail de plaidoyer que nous faisons, donc nous essayons de montrer la plateforme, d'habiliter les communautés, parce que nous savons que la mise en œuvre n'est pas possible avec les ressources que nous avons, donc nous devons inclure et impliquer les communautés, entre autres.
Merci. Oui, nous comprenons aussi la situation qui vient de la Palestine et nous comprenons tous les défis. Mais comme vous avez dit, il y a des façons comment nous pouvons les gérer. Et je voulais avoir un peu plus de la part de Rosemary, peut-être sur les raisons euh, pour avancer l'agenda de développement d'enfance, etc. Rosemary, est-ce que vous pouvez nous donner quelques signes optimistes? Oui, merci beaucoup. Alors, je vais allumer la caméra. Ah, je ne peux pas en fait allumer ma caméra parce que la connexion n'est pas très bonne. Nous, quand nous parlons des programmes, les personnes, les différentes parties prenantes euh, travaillaient d'une façon isolée. Et donc, il faut prendre en considération euh, le fait que nous pouvons travailler ensemble. Le développement de la petite enfance et la nutrition, nous devons capitaliser sur cela pour pouvoir développer un agenda. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. À la fin de compte, nous devons nous focaliser sur le fait que les enfants, dans des situations d'urgence, puissent atteindre leur potentiel. Et nous ne pouvons pas opérer dans des façons isolées. Nous devons inclure tous les secteurs clés et les composantes clés euh, dans les programmes pour pouvoir tous travailler ensemble. C'est très important de renforcer le côté maternel en ce qui concerne les pratiques de nutrition, d'aborder aussi la sécurité et la santé mentale maternelles. Ça, c'est très important parce que d'être dans des contextes humanitaires ou de crise, c'est très important de garder cela à l'esprit parce que des fois, c'est facile de juste parler de la mise en œuvre des programmes, mais de ne pas prendre en considération des autres facteurs qui sont cruciaux, qui sont essentiels. Et pour terminer, je vois qu'il y a le potentiel pour éduquer les parents et les soignants sur la nutrition, mais aussi sur le développement holistique. Donc, nous devons inclure toutes les composantes des soins nourriciers. Merci beaucoup. Oui, donc, la première chose est de sensibiliser ceux qui adressent ces défis.
à travers les donateurs, les agences gouvernementales. C'est important de créer un lien entre les zones humani- humanitaires et les parties prenantes. Nous avons un projet qui mesure les besoins économiques pour adresser le développement précoce de côté gouvernemental. Ce projet revoit tout le travail mené dans les différents secteurs pour inclure les différentes parties prenantes dans une approche complète. Donc, en mettant en place ce lien, nous pouvons traduire ces actions en tant qu'éléments qui justifient le besoin de ces intégrations. À part cela, nous devons comprendre sur comment euh, avoir cette intégration et nous devons prendre en considération euh, toutes les personnes, les parties prenantes qui doivent faire partie de cela, mais pour pouvoir faire cela, nous devons assurer l'éducation sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces exemples. Quel était le point tournant euh, pour vos organisations? Avant de continuer, on a un peu de confusion. Je voulais juste voir si les interprètes peuvent rester. Alors, quel était le point tournant pour votre organisation? Alors, nous devons travailler pour le bénéfice des communautés, mais pour atteindre cela, nous devons euh, travailler de très près avec eux. Nous devons continuer vraiment à travailler avec les différentes parties prenantes et de garder le niveau de politique. Nous devons avoir l'engagement des communautés d'inclure les différentes parties prenantes à chaque étape. Des fois, nous devons aussi garder à l'esprit le contexte. Il y a quelque chose qui fonctionne dans un contexte, mais pas dans d'autres, où il faut modifier, apporter des changements pour répondre aux besoins du contexte. Nous ne pouvons pas avoir une mise en œuvre commune pour les différents contextes. C'est important d'avoir des cas de préparation, des cas de préparation, c'est-à-dire euh, d'inclure les communautés, mais d'avoir des plans sur comment mettre en œuvre le type de soutien dont nous avons besoin et le soutien dont nous avons besoin. Par exemple, la plupart des infirmières
Euh, aussi, c'est très important d'avoir les preuves, c'est très important de suivre ce qui a lieu et aussi d'avoir les outils qu'il faut en place. C'est-à-dire qu'il faut avoir les outils, qu'il faut pas seulement les outils physiques, mais aussi les outils de dépistage pour ne pas avoir des délais, pour pouvoir suivre les enfants. Donc voilà des choses que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup pour ces points que nous devons prendre en considération. Rosemary Louisa, quelques points pour clôturer cette partie de questions. Quels sont les éléments, euh, par exemple, quels sont les éléments qui doivent être améliorés pour soutenir le développement des enfants dans des situations urgentes et dans les aspects de programme de nutrition? Rosemary, vous voulez prendre la parole? Juste des points, deux points. Louisa, est-ce que vous souhaitez répondre au- à ces questions? Les éléments qu'il faut prendre en considération dans la programmation de nutrition? Oui. Oui, c'est essentiel de souligner le fait que la nutrition n'est pas un exercice biologique ou isolé. La nutrition, c'est un processus émotionnel de construction. Il faut adresser le moment où les émotions se développent dans un bébé. Si les mères peuvent comprendre les bénéfices dans la nutrition, ça va être plus facile pour elles de garder les informations que nous partageons avec elles, mais aussi d'introduire des pratiques saines. Les mères qui suivent, qui reçoivent des messages positifs sur l'importance du développement précoce des enfants et le rôle fondamental qu'elles ont dans le développement de leurs liens avec les enfants sont les mères qui sont plus susceptibles à avoir des expériences perceptives dans ce processus. Merci beaucoup à tous les panélistes, à tous les orateurs pour le contenu incroyable, les bons exemples, les idées, les expériences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Dunia. Nous avons le temps de prendre une ou deux questions, mais c'est juste, en fait, comme nous avons dit, c'est un webinaire qui vous euh, qui vous donne envie de connaître plus. Et cela va aussi nous donner euh, des idées pour d'autres webinaires à l'avenir. Dunia, vous avez la parole. Merci, Eduardo. Je crois que les orateurs ont déjà vu quelques questions. La première question est, en ce qui concerne les preuves que nous pouvons utiliser, en ce qui concerne des ressources et des documents que nous pouvons utiliser. Donc, Maureen et Hannah, je crois que les questions sont pour vous. Allez-y de prendre la parole.
Merci beaucoup. J'aime bien de souligner le fait de l'importance des preuves. Tout le monde a parlé de l'importance d'avoir des preuves pour assurer que les programmes fonctionnent d'une façon efficace. Et si les programmes ne sont pas efficaces, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les changer? S- Les exemples d'impliquer les communautés dans ce processus, ça, c'est essentiel, c'est vraiment très important. Donc, nous devons trouver des façons de collecter des informations qui ne prennent pas trop de temps mais qui puis peuvent être utilisés pour corriger les choses s'il y a le besoin et aussi utilisés avec les développeurs de politique ou pour augmenter l'investissement dans les besoins euh, pendant des périodes assez vulnérables dans lesquelles nous trouvons dans des situations urgentes. J'ai travaillé avec le GSED qui doit avoir des façons pour estimer le développement des enfants d'un niveau de programmation sans être un fardeau trop lourd. Nous allons partager cela le plus tôt possible. Je vais m'arrêter ici et passer la parole aux autres. Merci. Je peux rajouter autre chose lié aux preuves. Oui, c'est très important. Surtout parce que c'est un sujet qui est assez récent et nouveau. Et aussi pour la politique, c'est important d'avoir des preuves. Et il faut regarder ce que nous devons changer, ce qu'il faut modifier, etc. Une autre chose est, comme Maureen l'a dit, les outils que nous devons utiliser pour le développement des enfants. Euh, Ce sont très importants. Euh, sur la question sur si cela est un fardeau ou non, alors ce que nous avons pu voir était que les communautés qui travaille avec les mères. En fait, les mères ont hâte de vraiment utiliser ces outils pour voir le développement des enfants. Donc, nous avons vu que les mères apprécient beaucoup et les travailleurs dans les communautés qui travaillent avec les mères trouvent que c'est une opportunité aussi de voir, pour les mamans, de voir le développement de leur enfant. Ce n'est pas juste un outil. C'est un outil interactif et nous avons de la chance. Maintenant, nous avons notre outil de pays qui est très interactif et ce n'est plus un fardeau sur les travailleurs parce que c'est les mamans en fait qui demandent euh, d'avoir cela. Ce n'est pas une charge additionnelle. On ne vous entend pas. Peut-être nous pouvons revenir sur ma première diapositive. Je voulais vous expliquer quelque chose sur ce que nous avons déjà dit. Est-ce que vous pouvez revenir à la première diapositive de ma présentation? Merci. Le développement des enfants n'est pas quelque chose qui a lieu. En fait, le développement des enfants a lieu quand euh, il y a les années adolescentes, quand ils commencent à développer euh, des idées sur leur projet de vie. Nous devons donc euh, comprendre le projet de vie au sein des adolescents qui inclut des éléments qui donnent la possibilité aux adolescents de planifier leur vie. Pas seulement le moment où ils vont avoir des enfants, etc., mais pour leur avenir. C'est très important de garder en considération, de garder à l'esprit aussi des concepts,
de la santé sexuelle et d'inclure les adolescents dans cela. C'est important de donner ces informations aux adolescents parce que plus tard, ils en auront besoin. Quand nous parlons de la santé maternelle, c'est lié aussi à des concepts liés euh, au développement humain. Dans les différentes parties, l'adolescence et aussi juste avant de devenir mère, ce sont deux périodes essentielles qui vont préparer les personnes pour leur avenir. Nous avons contact avec des nourrissons, des petits-enfants euh, tout au début de leur enfance. Nous travaillons avec les parents, les soignants. Nous sommes toujours en continu, nous développons le développement d'enfance, nous facilitons l'allaitement quand nous menons des interventions sur la nutrition, nourriture des petits-enfants. Nous faisons la promotion de l'allaitement au-delà de 2 ans. Euh, Même dans les différents processus, nous essayons de parler des soins, de la stimulation précoce, l'amour, l'alimentation saine. Et puis, les parents doivent faire face à des défis de développement précoce. Et les parents, donc, ont besoin d'avoir les ressources. Nous devons fournir les ressources aux familles et aux collègues dans les différents secteurs. C'est la même chose. Nous continuons à apprendre et nous continuons à fournir ces éléments qui nous pouvons inclure après dans notre matériel. Nous allons partager cela, ces diapositives aussi. Donc, pour terminer, je passe la parole à Andy. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Est-ce que nous pouvons revenir sur la diapositive suivante? Oui, nous sommes en retard parce que, en fait, nos interprètes, Carmelo, Rachid et Victoria, euh, on voulait vous remercier parce ils devaient rester avec nous jusqu'à l'heure et ils sont restés un peu plus avec nous. Alors, juste quelques derniers points. Si vous avez davantage d'informations, vous avez les informations sur le groupe Nutrition Développement de la petite enfance dans la situation d'urgence. Vous avez les liens vers les affiches en différentes langues. Hmm, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Si vous cherchez un soutien sur différents aspects qui doivent faire partie de notre travail sur la nutrition, vous pouvez prendre contact avec nous à travers le site web, à travers ce formulaire. Donc, le site web, c'est nutritioncluster.net. Cliquez sur la demande d'assistance sur le site web. Il y a plusieurs langues disponibles. Remplissez les informations relatives à votre demande et vous pouvez prendre contact. Merci beaucoup pour votre participation. Ne quittez pas pour le moment. Alors, première chose, merci beaucoup à tous les orateurs, les panélistes, les intervenants, Luisa Vargas, Hannah Rabadi, R- Rosemary Marsaka et Miriam Black. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour les participants qui ont posé des questions et on n'a pas encore donné une réponse, on va vous envoyer des réponses par écrit que nous allons partager avec l'enregistrement. Euh, Merci beaucoup encore une fois pour votre participation. Et maintenant, diapositive suivante. Une fois que vous allez
vous déconnecter. Vous allez avoir une brève évaluation du webinaire qui va apparaître lorsque vous fermez le webinaire. Merci de prendre quelques minutes pour répondre avec vos commentaires. Cela nous aide pour les prochains webinaires. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Je crois que c'était une session très intéressante et j'ai hâte pour les autres. Merci. Merci. Au revoir.